Alors pour l'histoire géologique, du Cantal et du secteur, je vais utiliser donc, cette carte, une carte, géologique un peu plus détaillée du Cantal, mais, également, hein, de ce qu'on va trouver sur les bordures. Et ce qu'on va trouver sur les bordures, qu'on va traiter dans un premier temps, en fait, c'est le socle du volcan, ce sur quoi il repose. Alors vous avez également cette coupe. En réalité, ces 2 documents qui sont la carte et la coupe, hein, on va les retrouver régulièrement là au cours de l'exposé, mais également aussi sur le terrain, puisque ça, c'est des planches que j'ai qui vont nous suivre et qu'on va utiliser régulièrement pour se repositionner. Alors le socle du volcan cantalien, en fait, il est visible ici sur cette coupe. Voilà, donc on voit d'ailleurs qu'il est un tout petit peu plus haut du côté est qu'il ne l'est du côté ouest, hein, les altitudes baissent. On est aux alentours de 1000 mètres ici, à l'est, et on va descendre jusque vers 800 mètres à l'ouest. Ce socle, en fait, il correspond d'une part au socle de roches métamorphiques hercyniennes, je l'ai déjà dit tout à l'heure en ce qui concerne le pays coupé. Et puis on a également, c'est les lentilles grises que vous voyez ici à la base du volcan, heu, donc des roches sédimentaires, hein, qui datent de l'Oligocène et du Miocène, qui correspondent en fait à 2 bassins, sédimentaires. Heu, alors qu'on voit mieux sur cette, carte un peu plus générale, qui sont les bassins d'Aurillac ici du côté ouest et sud, et le bassin de Saint-Flour ici du côté est. Et le socle métamorphique, hein, il est, enfin, c'est tout ce qui n'est pas jaune sous le Cantal. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail du socle métamorphique cette année, on a en gros 4 grandes unités et nous on va s'intéresser surtout à celle qui est visible ici en vert vif, donc à partir de Saint-Flour et jusque dans le secteur de Chaudezec, qui est ce qu'on appelle le groupe leptino-amphibolique. Alors ça en fait, hein, si je vous le montre cette année, c'est parce qu'on l'a déjà vu à 2 reprises, heu une fois donc en Lozère en 2017 et en Corrèze en 2018. Alors, très rapidement, donc le socle métamorphique, hein, correspond au bâti de la chaîne hercynienne ou varisque qui se dressait à travers toute l'Europe, au Carbonifère, un petit peu avant 300 millions d'années, autour de 300 millions d'années, donc avec des reliefs probablement comparables à ceux de l'Himalaya actuel. Cette chaîne hercynienne-varisque n'est qu'un épisode, d'une histoire beaucoup plus longue, qui est ce qu'on appelle le cycle orogénique hercynien, commencé il y a pratiquement 600 millions d'années, qui s'achève il y a 200 millions d'années. Dans un cycle orogénique, on a toujours 4 étapes. La première, c'est l'ouverture d'un océan. Cet océan ensuite va se refermer et va disparaître par subduction sous l'une des 2 bordures continentales. Les 2 bordures continentales finissent par se rejoindre et rentrer en collision. C'est à ce moment-là qu'on va former la chaîne de montagnes. Et puis ensuite les reliefs, hein, ils vont être effacés par l'érosion, une étape qui va durer à peu près 1 million d'années, quelle que soit l'ampleur de la chaîne. Et donc en fait, on revient il y a 200 millions d'années à une plaine, ce qu'on appelle une pénéplaine, sur laquelle il y a plus aucun relief, sur laquelle la mer va revenir au Jurassique. Alors en fait, nous, le seul épisode, de ce socle métamorphique qu'on va illustrer, hein, c'est les traces de l'ancien océan. Alors en fait, l'ouverture océanique, hein, dans ce secteur-là, elle est datée d'à peu près 480 millions d'années. Donc en fait, on est à l'Ordovicien. La fermeture de l'océan par subduction, elle est datée de, 430 millions d'années, donc on est au Silurien. Et enfin, la phase de collision, elle commence, hein, dès, 360 millions d'années, donc au début du Dévonien. Cet océan, je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises, hein. Alors c'est pas un océan majeur comme pouvait l'être l'océan Rick plus au nord. C'est un petit couloir océanique qui s'est ouvert entre 2 microcontinents, Armorica au nord, sur lequel on était, l'an dernier en Bretagne, et puis Iberia un peu plus au sud. Iberia est un petit peu plus difficile à situer précisément, tout simplement parce qu'on est dans des zones qui ont beaucoup bougé depuis. Mais cet océan, alors qu'on appelle l'océan Celtique ou l'océan Arverne ou l'océan médio-européen, bon, on n'a jamais dépassé probablement un millier de kilomètres de large, mais c'était suffisamment large pour qu'on fabrique un plancher océanique, donc basaltique, comme on peut en avoir, au milieu de l'océan Atlantique actuellement ou en mer Rouge pour prendre un analogue qui est peut-être un peu plus pertinent en termes de taille. Voilà, cet océan qui séparait donc Armorica et Iberia, alors il s'est ouvert, donc je vous l'ai dit, à peu près vers 480 millions d'années. Il s'est refermé vers 430 millions d'années et en fait, il a plongé sous Armorica. Donc le plan de subduction, il était ici. Et en fait, le fameux groupe leptino-amphibolique dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui apparaît en vert sur la carte géologique, bah, c'est justement la trace de cet ancien plancher océanique qui est passé en subduction. Alors si on fait une coupe, heu
peu près, selon cet axe-là, à travers Armorica et donc à travers ce qu'il, reste de l'océan Celtique. Voilà, on a actuellement alors Iberia est un morceau du Gondwana, la trace de l'ancien océan Celtique, hein, qui sont des roches métamorphiques empilées les unes sur les autres en nappe et puis là-dedans, on a des témoins de l'ancien plancher océanique qui sont ce qu'on appelle alors des schistes bleus, qui sont observables uniquement à l'île de Groix en Bretagne et puis également des éclogites et ça, il y en a un peu partout dans le Massif central. Alors qu'est-ce que c'est qu'une éclogite? Bah, c'est un ancien, basalte océanique qui, lorsqu'il va passer dans un plan de subduction, va plonger jusque vers 70-80 kilomètres de profondeur. Donc la roche qui à l'origine est un basalte, hein, comme on pourra en voir à de nombreuses reprises, au cours de la semaine. Ce basalte va subir des transformations minéralogiques. Alors en fait, il est déshydraté, donc il devient beaucoup plus dense et puis il va se transformer donc en une roche qui alors lorsqu'elle est fraîche, c'est-à-dire lorsqu'elle est, dans les conditions de sa formation, va ressembler à ça. Alors ça, c'est une éclogite, non transformée, c'est les éclogites en fait du mont Viso, dans les Alpes. Voilà et l'éclogite, elle est caractérisée par des grenats, que vous voyez ici, hein, qui sont, globulaires et polygonaux et ces grenats, en fait, ils sont, dans une matrice ou dans un fond d'autres minéraux qui sont des pyroxènes. Alors là, il y en a 2, hein, il y a celui qui est vert qui s'appelle la jadéite et celui qui est bleu qui s'appelle le glaucophane. Alors les éclogites du Massif central, elles ne ressemblent pas à ça, hein. Pourquoi? Parce que, elles ne sont plus dans les conditions de leur formation à 70 kilomètres de profondeur. Elles ont, au moment de la collision, été remontées vers une vingtaine de kilomètres de profondeur, voilà, dans la position où on les observe actuellement et donc elles ont subi une transformation inverse. Donc elles ont subi ce qu'on appelle un rétrométamorphisme et ce rétrométamorphisme, finit par les transformer en une roche qu'on appelle l'amphibolite. Voilà, d'où le terme de complexe leptino-amphibolique, hein. Voilà, l'amphibolite, ça ressemble à ça. Ça, c'est celle de Marvejols, qu'on avait vue donc en 2017 à Marvejols même. Voilà, c'est une roche dans laquelle il y a beaucoup d'amphiboles, hein, sous forme de toutes petites baguettes noires, hein, qui sont invisibles à cette échelle et puis des cristaux de feldspath ici, qui sont des plagioclases. Voilà et là, quand on a une roche comme ça, on ne voit absolument plus le fait que ça ait été une éclogite à un moment donné, parce qu'elle est complètement, retransformée, rétromorphosée, en une roche, qui ne porte plus la trace, de son passage dans un plan de subduction. Alors en fait, à certains endroits dans le Massif central, hein, cette rétromorphose lors de la remontée des éclogites, elle est pas totale et donc à certains endroits, il subsiste, une structure, ou des restes des éclogites. Alors c'est le cas en particulier en Corrèze, on avait vu les très belles, éclogites partiellement rétromorphosées du Puy des Ferrières, au nord de Tulle, dans lesquelles on reconnaît encore très parfaitement les grenats, avec une auréole autour sombre, hein, qui est le début de leur retransformation en amphibole. Alors en fait, ce qu'on va voir ici dans le secteur d'Aleuze, hein, c'est une étape intermédiaire entre cette éclogite partiellement rétromorphosée et une amphibolite. Autrement dit, vous ne verrez pas de grenat, mais vous verrez, une roche dans laquelle on observe des fantômes de grenat, où on voit qu'il y a eu des grenats à une, période donnée. Voilà, donc ça, c'est vraiment la seule chose qu'on va voir du socle. Bon, c'était intéressant de vous le montrer quand même, puisque après avoir vu le puits des Ferrières et après avoir vu les amphibolites de Marvejols, c'était intéressant de pouvoir voir un terme intermédiaire. Voilà, alors on oublie maintenant cette histoire très ancienne, hein, hercynienne et on passe à des périodes beaucoup plus récentes. Alors là, j'ai zoomé, hein, sur la fin. En fait, à partir donc de la fin du Trias, hein, de la fin de l'érosion des reliefs hercyniens, au Jurassique et au Crétacé, on n'a absolument aucune trace de ce qui s'est passé à cette époque. On sait que le secteur, enfin tout le Massif central et donc le secteur du Cantal a été envahi par la mer au Jurassique sur une faible profondeur, donc il y a des sédiments qui se sont accumulés, mais l'immersion intervient avant la fin du Jurassique et donc absolument tout ce qui a pu se déposer à cette époque-là a disparu. Alors ensuite, à partir de la fin du Crétacé et puis jusqu'à l'Éocène, on a plus au sud donc les Pyrénées qui se mettent en place, donc ce qu'on appelle l'orogenèse pyrénéo-provençale. Bah, là, c'est pareil, on n'en voit pas, de témoins dans le Cantal. Alors les témoins de cette orogenèse, hein, ils sont beaucoup plus au sud, enfin un peu plus au sud, ils sont assez spectaculaires, hein, c'est tout l'alignement depuis Decazeville en passant par le mont Lozère et qui va jusqu'au mont Ventoux de l'autre côté des Alpes et puis la montagne de Lure et jusque dans le secteur de Digne. Voilà et autant on arrive à voir des structures d'origine pyrénéenne, un petit peu plus au sud dans l'Aveyron, dans le Cantal,
on n'en voit pas, d'autant plus que, le volcan s'est mis en place par-dessus. Voilà, donc nous, ce qu'on voit, hein, c'est, la mise en place, des bassins sédimentaires d'Aurillac et de Saint-Flour, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Alors ça date à peu près de l'Oligocène. Alors ces bassins sédimentaires d'Aurillac et de Saint-Flour, voilà, vous avez ici le Cantal, vous avez le bassin d'Aurillac et le bassin de Saint-Flour, ils appartiennent à ce système, hein, de fossés, alors qui est beaucoup plus étendu effectivement, qui va depuis la Méditerranée, en passant par le fossé d'Alès, les Limagnes, le fossé de Bresse, le rift du Rhin, jusqu'en Bohême. Et tout ça, on appelle ça le rift périalpin ou le rift rhodano-rhénan, puisque les vallées du Rhône et du Rhin empruntent ces fossés sur une partie de leur parcours. Ce rift, hein, qui date donc de l'Oligocène, c'est lié à une phase d'extension qui est liée à la mise en place des Alpes. Alors c'est, en fait, à l'ouest et au nord de l'arc alpin qui est visible ici. Bon, le principe est relativement simple, hein, quand on regarde une coupe, voilà, on a la plaque européenne qui plonge ici sous la plaque, alors italienne. Les Alpes se forment ici à la la jonction entre les 2. Et puis alors, en fait, ce plongement-là qui tire la plaque européenne, beh, ça provoque en fait une distension à l'arrière et la formation de ce fossé. Alors le fossé de Saint-Flour, hein, il est ici, le fossé d'Aurillac est là. Alors on verra pas les dépôts du fossé de Saint-Flour. On voit que le fossé de Saint-Flour, en fait, hein, il est, très clairement, contrôlé ici par une, faille, enfin ou des failles. Alors le fossé de Saint-Flour est ici, il se prolonge vers le nord-ouest ici par le fossé de Neussargues et puis il se prolonge en Lozère dans le foss enfin via le fossé du Malzieu et puis les 2 petits fossés de Saint-Alban-sur-Limagnole et du Rouget. Dans ce fossé, on a essentiellement des sédiments détritiques, hein, c'est-à-dire des graviers, des sables, des argiles et puis encore une fois, on verra pas ces dépôts. Et alors le bassin d'Aurillac qui est ici, lui, on a un peu plus de mal à comprendre, sa géométrie parce qu'il est quand même très largement caché sous le volcan. On le voit quand même partout ici à la périphérie ouest et sud. On suppose qu'il se prolonge pratiquement jusque dans la partie centrale du Cantal. Alors il commence comme dans le fossé de Saint-Flour, hein, par des dépôts détritiques et puis là par contre s'est installé un domaine lacustre et en fait on a des calcaires lacustres, hein, qui sont visibles assez largement dans le secteur d'Aurillac et qu'on verra nous en détail, en particulier ici à Joux-de-Mamou. Voilà et puis après, alors largement après, hein, parce que, enfin le rift s'arrête, on va dire à la fin de l'Oligocène. Et le volcanisme cantalien, lui, ne se met en place qu'à partir de la fin du Miocène. En fait, on en reparlera tout à l'heure, hein, le volcanisme du Cantal, il commence il y a 13 millions d'années et il s'arrête à peu près il y a 2 millions d'années. Alors avant d'en arriver à l'histoire du Cantal en lui-même, je vais revenir sur l'origine du volcanisme et puis quelques éléments importants pour comprendre, le contexte général. Bon, l'origine du volcanisme, en fait, elle est liée à, 2 éléments. Le premier, j'en ai déjà parlé, c'est la formation des Alpes. Donc cette racine-là qui plonge, heu, dans la sténosphère, étirement à l'arrière et formation donc du fossé, du rift, périalpin. Et alors ce qui se passe, hein, c'est que quand cette matière froide plonge ici, beh, ça déplace de la matière chaude qui est obligée de se déplacer donc, latéralement et qui va remonter sous ce rift. Donc en fait, de la matière chaude qui remonte sous une croûte amincie avec un système de fracture, ça suffirait pour expliquer le volcanisme du Massif central. Alors le problème, c'est que, ça peut pas être la seule cause, tout simplement parce que si c'était le cas, enfin si c'était uniquement cette cause-là, on aurait du volcanisme absolument partout dans ces fossés et répartis de manière, aléatoire. Or en fait, c'est pas du tout le cas. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a 3 zones bien, bien marquées: le Massif central, le massif du Rhin dont on a parlé tout à l'heure et le massif de Bohême. Donc ça veut dire qu'il y a une autre cause. Alors l'autre cause en fait, hein, c'est, alors un point chaud, en fait, des points chauds, il y a au moins 3 points chauds, un correspondant à chacune de ces zones. Alors qu'est-ce que c'est qu'un point chaud? Rapidement, j'en ai déjà parlé, hein, c'est, alors indépendamment de la tectonique des plaques qui se produit en surface, hein, avec les continents, les océans, qui s'ouvrent, les continents, la subduction qui se produit sous les continents. On a ici en profondeur, à la limite entre le noyau terrestre et le manteau, des remontées de matière chaude, alors qui sont des remontées ponctuelles, qui vont traverser tout le manteau, qui vont arriver en surface.
Alors lorsque ces points chauds arrivent sous une croûte océanique qui en général est mobile latéralement, bah, ils vont laisser en place tout un alignement, toute une série de chapelets d'îles volcaniques, comme on peut l'observer en plein milieu du Pacifique avec le point chaud de Hawaï, le point chaud de Tahiti. On a également ça dans l'océan Indien avec le point chaud de la Réunion. Voilà, en fait, là, les points chauds qui sont, sous le Massif central et sous les autres zones volcaniques européennes, ils arrivent pas sous une croûte océanique, mais ils arrivent sous une croûte continentale, hein, qui est beaucoup plus épaisse. Voilà, ce serait par exemple ce qu'on a ici. Et puis cette croûte continentale européenne, en plus, elle est pas très mobile, ce qui veut dire qu'en fait, hein, au lieu d'avoir des alignements très nets, on a simplement alors vous avez ici les 3 points chauds principaux, alors il y en a 2 autres petits, hein, voilà. Mais ces points chauds, en fait, sont, associés à chacune des 3 zones volcaniques qu'on a vues tout à l'heure. Donc pour faire simple, le volcanisme du Massif central s'explique par la présence d'un point chaud qui a profité d'un fossé, avec tout un système de failles pour arriver à s'exprimer en surface. Alors l'âge du volcanisme, je vais être assez rapide là-dessus puisque je vous ai déjà dit que le Cantal, en fait, enfin je vous ai déjà donné l'âge du Cantal. Bon, l'âge du volcanisme, ça commence dès 65 millions d'années en Bourgogne. Les manifestations les plus récentes, c'est le groupe Pavin, donc autour du lac Pavin, et puis les deux cônes de scorie qui sont associés, qui ont 7 000 ans. Donc là, on est, au nord du Césalier, au sud de des monts d'Or, donc on est à peu près à, 50-60 kilomètres au nord du Cantal. Et puis alors, on pense, hein, qu'il y a eu des éruptions encore plus récentes, puisqu'on a des niveaux de cendres dans des lacs, volcaniques qui sont datés autour de 3 000 ans, sans qu'on sache vraiment quel était le point de sortie. Voilà, donc alors ça, je vous l'avais déjà dit, hein, chacune des 15 provinces qu'on a vues, sur la première planche, hein, a fonctionné pendant une période de temps déterminée. Voilà, donc là, vous avez toutes les zones volcaniques du Massif central, leur période de fonctionnement. Le Cantal, simplement, il est ici, donc il a fonctionné, vous voyez, sur une période qui est relativement longue par rapport aux autres régions, en gros entre 13 millions d'années et 3 millions d'années. Alors simplement, sans rentrer dans le détail, le fait que ce volcanisme, en particulier pour le Cantal, survienne bien après la formation du rift, c'est aussi un autre élément, qui tente à prouver que, c'est pas simplement lié à la formation du rift. Enfin voilà, c'est, le point chaud est arrivé après. Et puis enfin, dernière chose, hein, c'est que, dans le cas des points chauds, on a une signature chimique des laves et des roches donc qui est particulière. Or, il se trouve que dans le Massif central et dans les autres massifs d'ailleurs européens, on a cette signature particulière qui est liée aux points chauds. Alors, on va dire quelques mots maintenant sur les dynamismes éruptifs. Alors déjà, une éruption, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un magma qui va arriver en surface, dans une cheminée volcanique. Ce magma, c'est un mélange donc de matière liquide, de matière gazeuse sous pression et puis de matière solide. Alors la matière solide, c'est à la fois les morceaux de roches non fondues et puis des cristaux qui sont déjà formés dans le magma. Quand ce magma arrive en surface, du fait de la baisse de pression, un peu à la manière donc d'une bouteille de boisson gazeuse qu'on ouvre, qu'on débouche, la baisse de pression fait, enfin forme des bulles qui s'échappent vers le haut. Donc ce dégazage va provoquer des projections, qui vont ensuite pouvoir retomber latéralement et puis la lave plus ou moins bien dégazée va ensuite pouvoir couler et donner naissance donc à des coulées. Alors par contre, tout dépend, de la on va dire de la consistance du magma qui va arriver à la surface. Et en fait, la consistance d'un magma, elle est directement liée à sa teneur en silice. C'est un peu comme la farine dans la pâte à gâteau. Si vous avez un magma qui est pauvre en silice, donc là on est autour de 50 de silice, ben ça va être comme une pâte à gâteau dans laquelle il y a peu de farine, c'est-à-dire une pâte à crêpes. Ça coule très bien, donc c'est fluide, ce qui veut dire que le dégazage va se faire, facilement. Donc quand cette lave très fluide va arriver à la surface, elle est déjà très largement dégazée. Il va y avoir quelques projections, mais limitées et puis le magma va pouvoir couler sur des distances très longues. Alors accessoirement, hein, ces magmas, fluides, pauvres en silice, sont des magmas qui sont chauds. On est autour de 1000 à 1200 degrés.
Et inversement, si le magma est, riche en silice, donc là, on va tomber autour de 70 de silice, bah, c'est exactement comme une pâte à gâteau dans laquelle il y a beaucoup de farine. En fait, ça va ressembler à de la pâte à pain, donc c'est très visqueux. Donc le dégazage va avoir énormément de mal à se faire et quand la lave va arriver ici, bah, le dégazage va être explosif. On va avoir une quantité de projection énorme et puis par contre la lave, alors va pouvoir couler, mais mal puisqu'en fait elle est très visqueuse et elle va plutôt avoir tendance à former des bouchons. Voilà, donc là, on va passer dans un volcanisme explosif et accessoirement, ces magmas, visqueux sont plus froids. On est autour de 700°. Alors qu'est-ce qui, fait qu'un magma va être plus ou moins riche en silice? Ben, en fait, c'est son histoire, enfin, c'est son origine et son histoire avant d'arriver à la surface. Voilà et en fait, hein, on va passer d'un magma à l'autre par un processus qu'on appelle la différenciation. Bon, en fait, dans le secteur où on est, le magma, il provient toujours de la fusion du manteau, donc de ce qui est sous la croûte. Le manteau est pauvre en silice, on est autour de 50. Voilà et donc les magmas qui sont formés sont des magmas fluides, donc sont des magmas, à haute température et fluides et qui dégazent bien. Alors ils peuvent arriver directement en surface, hein, ce qui est arrivé assez fréquemment et auquel cas on va avoir ce qu'on appelle un volcanisme effusif, quelques petites projections et puis de longues coulées. Alors ce magma, la plupart du temps, il va stationner avant d'arriver en surface dans une chambre magmatique, donc un endroit où il va pouvoir commencer à se refroidir tout doucement et donc là, il va subir 2 processus. Le premier, c'est la cristallisation fractionnée et le deuxième, c'est l'assimilation. Alors très simplement, la cristallisation fractionnée, ce magma donc qui est dans une chambre magmatique et qui commence à se refroidir, bah, il va commencer à cristalliser. Donc il y a des cristaux qui vont apparaître dedans. Or, quand un magma commence à cristalliser, les cristaux, les minéraux qui vont se former dans la chambre, ils sont systématiquement plus pauvres en silice que le magma qui leur donne naissance. Autrement dit, si on a un magma à 50 de silice, il va former des minéraux qui contiennent 40-45 de silice. Du coup, le liquide résiduel, lui, s'enrichit en silice. Et alors en plus, la gravité va avoir tendance dans la chambre magmatique à séparer les cristaux formés qui vont chuter au fond et le liquide résiduel qui, lui, va rester en surface. Il s'enrichit en silice, donc il est plus froid, il est plus visqueux. Voilà, donc ça permet, hein, de passer d'un magma fluide à un magma plus visqueux. Premier processus. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle donc l'assimilation. L'assimilation, donc la chambre magmatique, elle est installée dans de la croûte continentale. La croûte continentale, c'est très riche en silice, hein, on est 70 puisque c'est, composé essentiellement de granit et de gneiss. Donc petit à petit, hein, le magma, il va avoir tendance à incorporer un peu les parois de sa chambre magmatique et à s'enrichir en silice. C'est un peu le même processus que, en pâtisserie, hein, quand on dépose les œufs au centre d'une fontaine, enfin au centre d'un puits avec la farine autour et puis on incorpore la farine petit à petit et beh, ce qu'on mélange au milieu s'enrichit en farine et donc devient de plus en plus, de moins en moins liquide et de plus en plus pâteux. C'est le même principe. Alors ça, je vous l'avais déjà dit, dans pratiquement toutes les provinces volcaniques du Massif central, au début, en fait, on a un volcanisme qui est effusif, hein, puisque le magma provient directement du manteau. Il n'a pas le temps ni de se différencier, ni d'assimiler de la croûte. Il arrive directement en surface, voilà et donc c'est les roches produites, c'est des basaltes et puis le volcanisme, hein, c'est à base de coulées et de cônes de scories et puis au cours du temps, le magma, va subir donc la cristallisation fractionnée et l'assimilation dans sa chambre magmatique et il va devenir avec le temps, de plus en plus riche en silice et donc le volcanisme devient de plus en plus explosif et alors on va voir apparaître avec le temps des roches qui ne sont plus des basaltes, qui sont alors des trachyandésites, des trachytes, des phonolites, des rhyolites, on a tout ça dans le Cantal. On verra pas tout, mais et on verra sur le terrain surtout, comment avec un outil simple on peut arriver à déterminer quel est le type de roche présent et donc sa richesse en silice. Je vous ai déjà montré, hein, l'exemple parfait de cet enrichissement en silice progressif au cours du temps.
Dans le cas de la chaîne des Puys, voilà, donc là, vous avez différentes laves de la chaîne des Puys, de 100 000 ans à l'actuel, où on voit qu'au début, on avait essentiellement des laves de composition basaltique, donc des magmas fluides, et puis petit à petit, avec le temps, alors on a toujours des basaltes, mais on voit apparaître des produits qui sont de plus en plus riches en silice, donc des trachyandésites, des trachytes. Voilà, et là, c'est particulièrement net. Alors en fait, dans le Cantal, c'est à la fois plus simple et plus compliqué que ça, puisqu'en fait, on a une coexistence, de 2 types de volcanisme pendant toute la période de fonctionnement du stratovolcan.